On va rentrer dans un sujet un peu plus matheux, mais bon, je sais que l'examen de raisonnement n'est pas vraiment des maths en tant que tel, mais c'est des questions dont les propositions sous-entendent l'utilisation de mathématiques, même si c'est un examen, même l'examen d'entrée dans toute sa globalité se fait sans calculatrice, même en maths, même en physique. Vous devez connaître quand même les notions de calcul mental, hein, des petites divisions euclidiennes rudimentaires et simples, donc voilà. Mais, en tout cas, dans chaque question de raisonnement, vous avez toujours ou souvent des questions qui sous-entendent l'utilisation de calculs numériques pour savoir répondre correctement à la question, même si ce n'est pas explicite. D'où l'intérêt que je dois vous enseigner ça pour que vous puissiez pas répondre au hasard, mais que vous sachiez comment y répondre correctement. Alors, la population, la croissance d'une population ou d'une grandeur, c'est une grandeur, pas d'une variable, excusez-moi, donc d'une grandeur, eh bien, c'est un modèle simple qui permet donc de projeter quelle serait la population future dans l'hypothèse d'un taux d'accroissement supposé constant. Alors, taux d'accroissement, ce n'est pas le taux d'accroissement naturel, je parle d'un taux d'accroissement de manière générale. Un taux qui fait qu'il y ait une croissance, c'est une variation, une vitesse d'évolution d'une valeur, d'une grandeur initiale qui va évoluer vers une autre, et donc il y a, on va dire, la différence entre la valeur finale sur la valeur initiale, enfin sur la valeur initiale, est un rapport entre cette différence sur sa valeur initiale. Mais bon, ça a l'air abstrait, ne vous inquiétez pas, les formules sont là, ils sont dans la suite des diapositives, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire maintenant. Là, je vous parle en l'air, forcément, vous n'allez pas comprendre directement où je veux en venir. Mais voilà, on a supposé que quand vous avez une population initiale, quand il a une croissance, eh bien, il va évoluer vers une nouvelle population qui a un autre effectif qui a modifié. Donc, par exemple, suppose à l'année 0, on avait une population initiale, ça évolue après une année en une autre, voilà, enfin, après une année, un autre effectif, puis après la seconde année, encore un autre effectif. Donc, ça s'évolue avec un taux d'accroissement qui est constant. Supposons dans l'hypothèse. Ça, c'est l'hypothèse que nous avons mis, que nous mettrons ici dans ce chapitre. À partir du moment où un certain moment, je préciserai quand on va omettre et on va plus supposer cette hypothèse, mais bon, à partir de maintenant, jusqu'à ce que je dise le contraire, on va supposer dans nos modèles que pour la croissance des populations, le taux d'accroissement est supposé constant. Bien, ce modèle est celui de la croissance exponentielle. Évidemment, si le taux d'accroissement est constant, et bien forcément quand vous multipliez, etc., enfin, je vais vous démontrer ça tout de suite parce que, encore une fois, c'est abstrait pour vous, et bien on parle d'une évolution exponentielle. Et donc, ça se base sur ce principe-là que pour calculer l'effectif d'une population après n années, que ce soit un modèle donc dit exponentiel, on va supposer qu'il n'y a pas de limite supérieure à l'effectif de la population, ok? Et donc, ce n'est ni ralenti, ni freiné, ni trop tard, et on considère une expansion illimitée dans l'espace et dans le temps. D'autre part, seul le taux d'accroissement naturel de la population est pris en considération sans prendre en compte les variations de flux modifiants. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier, donc c'est isolé, hein, il n'y a pas de paramètre qui va faire que l'évolution va être contrainte ou va être modifiée. On va supposer que, voilà, indépendamment de toute contrainte extérieure, la population ou la grandeur physique va évoluer petit à petit. Enfin, attention, comme je dis, on suppose jusqu'à maintenant, enfin ici, dans ce chapitre, jusqu'à ce que je dise le contraire, que le taux d'accroissement est constant. Donc, taux d'accroissement, c'est le A, le petit a qui est là. Ok. Bon, s'il vous plaît, en pourcent, vous convertissez ça donc pas en pourcent, mais directement en décimale. Voilà, 1 plus une décimale, comme ça vous avez quelque chose de correct. Parce que 1 plus une valeur en pourcent, ça veut rien dire, mettez en décimale. Donc, oui, c'est le taux d'accroissement naturel en pour 1000%, je mets ici, mais bon, c'est en décimale qu'il faudra le mettre ici, hein, pour pouvoir calculer correctement. Et alors, sur quoi ça se base? Bon, c'est tout ça. Bon,
pas si compliqué. Ça se base un peu sur une suite géométrique. Vous ne devez pas connaître pour l'examen d'entrée les suites géométriques, mais c'est juste pour que vous sachiez d'où ça vient. Et donc voilà, par exemple, on a une population P0, ça évolue à une population P1 qui a été multipliée par une constante alpha, voilà, P0. Puis P2 subit cette même transformation par le multiple d'une constante. Bon, on substitue donc dès lors P1 par son expression, et donc ça va faire alpha carré P0, puis P3 va donc être égal à alpha P2, ce qui va être égal à alpha carré P1, au final alpha cube de P0. Bref, vous aurez remarqué que quand vous ferez Pn, ça va faire alpha n fois P0. Et ce alpha n, en fait, c'est le 1 plus A. C'est 1 plus l'accroissement. C'est ça le alpha. Tout exposant n. Ça vient de là. Pas si compliqué. Ok? Et alors, forcément, quand vous allez calculer un taux de manière générale, successif, eh bien, l'accroissement A, c'est quoi? C'est P, on va dire P1 moins P0 sur P0, d'accord? Bon, ça va, hein, c'est pas compliqué. A, c'est quoi? C'est P2 moins P1 sur P1. Donc, en gros, c'est que vous avez compris, c'est la valeur suivante moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Ok, c'est toujours la même logique, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Enfin, soit. Et donc, ici, P1, si vous isolez l'expression de P1, eh bien, ce sera 1 plus A fois P0. Quand vous allez substituer P2, ce sera 1 plus A de P1. Et si vous substituez P1 par son expression, eh bien, P2, ça va faire 1 plus A, le tout au carré, fois P0. D'accord? De même, si je refaisais la même chose avec l'histoire avec P3, ça aurait fait 1 plus A, le tout au cube fois P0. Et bref, ce que vous pouvez conclure de tout ça, c'est que Pn est donc égal à 1 plus A exposant n fois P0. Et ça me donne cette expression-là. Voilà, ça je vous ai un peu démontré, enfin c'est pas une véritable démonstration, mais c'est pour vous faire sentir d'où ça vient en fait. Et en fait c'est une évolution qui est dite exponentielle parce que ça évolue par un exposant avec une constante, et on appelle ça cette constante, le 1 plus A, la raison, dans une suite géométrique. Donc c'est ça, le Pn, c'est une suite géométrique. Très utilisé en économie, très utilisé dans le raisonnement graphique, très utilisé pour des évolutions à des hypothèses où on suppose qu'il n'y a pas de flux modifiant, où la population évolue de manière constante avec un taux d'accroissement constant. Voilà, ça peut être des modèles très utilisés en épidémiologie. À garder ça en tête. Alors, forcément, qu'est-ce qui se passe si on calcule le temps de doublement de la population? Ça veut dire en combien d'années faut-il que la population double? Eh bien, ici, ce qui se passe, c'est que, voilà, moi je veux, on va dire que la population, la formule qu'on vient de voir, c'est une fonction, comme en maths. Donc, Pn, c'est égal à P0 fois 1 plus A exposant n. Ben, moi, je veux savoir le moment où Pn, à quel moment Pn, à quel moment de n, je suis à 2 fois P0, à 2 fois la population initiale. D'accord? C'est ça, c'est cette égalité qui va nous permettre de isoler le n pour savoir à quel moment la population a-t-elle doublé de 2 fois de sa population initiale. On reprend cette égalité, on substitue Pn par sa formule globale, donc P0
fois 1 plus a exposant n est égal à 2p0. P0 se simplifiant, eh bien, vous savez qu'il faut utiliser des logarithmes pour isoler le n. Et donc, logarithme donc, à base de 10, voilà. Eh bien, si vous avez étudié vos maths, parce que l'examen d'entrée c'est aussi des maths, il ne faut pas négliger non plus, eh bien vous aurez compris donc que ça fait n fois logarithme de 1 plus a est égal au logarithme de 2, et vous mettez le logarithme de 1 plus a au dénominateur, et en fin de compte ça vous donne ceci, d'accord? Et ça, c'est le n, c'est le nombre d'années qu'il faudra pour que la population double de sa population ici. Alors si j'avais changé l'énoncé, si j'avais dit 5 fois, bah, à la place de 2, vous refaites tout ça, hein, mais vous aurez donc log de 5. Okay, donc pour savoir qui double de x fois la population, le temps de x fois la population, eh bien, pardon, de n fois, m fois, pardon, m, comme ça on va pas mélanger x, on va croire que c'est un fois, m fois, eh bien, vous remplacez log de m. Ok, n est égal à log de m sur 1 plus a. Donc, pour que la population multiplie de m fois de sa valeur initiale, ben vous faites n est égal à log de m sur log de 1 plus a. Et relativement, vous vous dites, oui, mais on n'a pas de calculatrice à l'examen d'entrée, mais c'est pas un souci. Parce qu'on peut vous mettre dans l'énoncé, oui, sachant que log de 2 valent telle valeur numériquement, etc. On va vous préciser si jamais on doit connaître des valeurs logarithmiques assez précises. Donc ne vous inquiétez pas. Et bon, c'est pas arrivé de ce genre de questions, mais ça fait partie des questionnaires de raisonnement dans d'autres pays ou dans les références où j'ai étudié, mais ça peut tomber un examen de raisonnement de la RES, parce que la RES s'inspire un peu à gauche à droite, et il s'inspire et il modifie un peu le style de l'examen de raisonnement d'une année à l'autre. Enfin voilà, maintenant on va parler vraiment des outils du raisonnement numérique pur, donc ce qui est vraiment nécessaire pour un bête raisonnement numérique. Là, on a fini notre modèle exponentiel. Là, on avait supposé que les taux sont croissants. Maintenant, on a fini avec ça. Maintenant, on va supposer ici, jusqu'à preuve du contraire, que les taux d'accroissement ne suivent pas vraiment quelque chose d'exponentiel, que c'est une certaine valeur. Voilà, et bon, on va supposer que c'est pas toujours constant. Voilà, enfin, ça dépendra de l'énoncé, jusqu'à preuve du contraire, mais voilà, on va supposer que les taux d'accroissement peuvent changer. Enfin, vous verrez tout de suite en quoi je vais venir par là, mais bon, c'est pas difficile. C'est des petits rappels de secondaire un peu, mais bon, néanmoins, il faut toujours rappeler les bases. Alors, le taux d'accroissement et le coefficient multiplicateur sont des notions majeures, vraiment des notions qui ont toute leur importance. D'ailleurs, le coefficient multiplicateur, c'est mon préféré parce que il fallait utiliser ça pour résoudre une question l'an dernier. Parce que j'ai pas compris pourquoi les gens ils ont fait une bêtise. C'était dans un questionnaire où il y avait plein de pourcentages avec des trimestres, et ils se sont amusés à additionner les pourcentages pour conclure quelque chose. On n'additionne jamais un pourcentage, retenez ça, hein. On n'additionne jamais un pourcentage. Les pourcentages ne s'additionnent jamais si l'effectif a été modifié. Voilà. Donc, si en première session d'examen d'entrée, il y a eu 5000 personnes, et qu'on dit qu'il y a 20% de réussite, et qu'en deuxième session, supposons qu'il y a 2000 personnes, et on vous dit qu'il y a 20% de réussite, est-ce qu'il y a eu plus de réussite en seconde session ou pas? Non, parce que comme la plupart des gens qui n'auront rien compris sur l'utilité de pourcentage vont dire, bah, le taux de réussite, d'accord, il est le même, mais est-ce que le nombre de personnes qui ont présenté en première et en deuxième session, c'est le nombre de personnes qui ont présenté qui ont réussi, est-elle identique, bien que c'est 20% en première session et 20% en seconde session? Bah non, parce qu'on est passé d'un effectif de 5000 à 2000 personnes. Donc l'effectif a été modifié, donc le pourcentage n'est pas une valeur comparative quand l'effectif a été modifié. Il faut tout recalculer, toujours. Donc n'additionnez pas, bon Dieu, les pourcentages sans savoir si l'effectif a été modifié. Alors, taux d'accroissement, c'est le rapport de ce qui a été ajouté ou retiré de ce qu'on avait au départ. C'est ça que je voulais parler dans le tout début de ma dia sur les taux d'accroissement. Eh bien, c'est faire un peu une proportion
donc, du différentiel de la valeur initiale à la valeur finale sur sa valeur initiale. C'est un peu, voilà, c'est trouver une proportion vis-à-vis de la valeur initiale. Ça, je sais que c'est une phrase, mais je vais vous montrer la formule dans un instant. Mais regardez un peu cet exemple. Une quantité qui passe de 100 à 150 a augmenté de combien? De 150%. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté 50 et qu'on avait divisé par 100. Donc, le taux d'accroissement, c'est la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Donc 150 moins 100, valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale, ça fait 50 sur 100. Et donc les 50, c'est ce qui a été rajouté ou retiré. Et le 100, c'est ce qu'on avait au départ. Et le ça, tout ça, c'est un rapport entre ces deux éléments. Entre ce qui a été rajouté ou retiré, et voilà. Et ce qu'on avait au départ. Très simple. Je crois que, voilà, c'est... Désolé l'expression, c'est maternel, ça, vraiment. Enfin, vous voyez pas ça en maternel, mais vous avez compris. Ne vous trompez pas, bon Dieu, sur l'utilisation de ça, du taux d'accroissement. C'est très important en médecine de connaître ça au moins au minimum. Hein. C'est des études sérieuses, donc s'il vous plaît, par bon Dieu, retenez au moins cette formule dans votre vie. Parce que voilà, ça va pour votre intérêt de réussir cet examen d'entrée. Donc voilà, prendre ça au sérieux. Donc le taux d'accroissement total, enfin total en parenthèse, parce que voilà, on ne sait pas dans quel contexte, mais le taux d'accroissement, c'est donc la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Donc un rapport de ce qui a été enlevé ou rajouté sur la valeur initiale, c'est la formule à calculer le taux d'accroissement sur une même période, et j'insiste sur une même période, parce que l'autre, tantôt on avait parlé de la population sur plusieurs années, population après une année, deuxième année, troisième année, on avait une évolution exponentielle. Là, on suppose qu'on est dans la même année, donc on ne parle pas d'il y a... Enfin, la même année, excusez-moi, ça dépend du contexte, mais quand on dit même période, ça peut être dans le même mois, ou dans la même année, ou dans le même siècle, donc voilà, ou le même trimestre, ok. Mais on ne va pas avoir une évolution, on va supposer ici que, voilà, on ne va pas avoir une évolution sur le long terme, sur plusieurs périodes, hein, là, c'était le modèle qu'on avait fait sur le modèle exponentiel de la croissance de la population, ok. Donc, quand on connaît les valeurs initiales, valeurs finales et finales successives apparues, donc voilà, on peut calculer donc ce taux d'accroissement. Le résultat est donc un nombre, il faut ensuite transformer en pourcentage, évidemment. On peut laisser en décimale, mais bon, comme c'est un taux, les taux, jamais en décimale. Enfin, c'est très moche de le faire en décimale. Soit en pourcent, soit en pour mille. Bon, ici, comme c'est un taux d'accroissement, en général, c'est le pourcent. Mais pour les taux de natalité et de mortalité, quand c'est dans le cadre de la démographie, c'est extrêmement pour mille, conventionnellement. Alors, au lieu de se demander combien de pourcents on a ajouté, on peut si, donc cette phrase c'est combien de pourcents on a rajouté. On peut aussi se demander par combien la quantité de départ a été multipliée. Vous voyez que ces deux phrases sont différentes. Pourtant, elles sont intimement liées. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, on cherche un taux d'accroissement, dans le deuxième cas, on cherche un coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est un ratio, c'est donc sans unité, parce que c'est un rapport entre la valeur finale sur la valeur initiale. Donc le coefficient multiplicateur, c'est la valeur finale sur la valeur initiale. Retenez ça, très important. Donc coefficient multiplicateur, total en parenthèse, parce que ça dépend du contexte, mais en tout cas, le coefficient multiplicateur, c'est la valeur finale sur la valeur initiale. Et donc, ça, c'est pour savoir de combien la quantité finale, la quantité de départ, a été multipliée. Donc, le taux d'accroissement et le coefficient multiplicateur sont donc deux façons de dire la même chose, en nuancé, mais il faut s'habituer à passer de l'une à l'autre. En effet, on va souvent vous demander un résultat en termes de taux d'accroissement qui est plus habitué à commenter, mais parfois, voilà, les calculs sont souvent à se faire sur base des coefficients multiplicateurs. Et donc, j'ai pas fini, d'où ça vient tout ça? Eh bien, reprenons taux d'accroissement, c'est valeur finale sur valeur initiale, Alors, propriété d'une fraction, quand voilà, on a des termes dans le numérateur, on peut les scinder, donc
VF sur VI moins VI sur VI. Donc ça fait VF sur VI moins 1. Donc ça c'est le taux d'accroissement, c'est VF sur VI moins 1. Et donc c'est le CM. Et oui, le CM moins 1. Donc le coefficient multiplicateur moins 1 qui vaut donc le taux d'accroissement. Et c'est comme ça qu'on devra donc utiliser pour passer du coefficient multiplicateur au taux d'accroissement. Pour passer de l'une à l'autre, il faut utiliser le coefficient multiplicateur moins 1 pour le taux d'accroissement. Si on veut retrouver à partir d'un taux d'accroissement le coefficient multiplicateur, eh bien vous faites taux d'accroissement plus 1. Donc ce VF sur VI, c'est donc le coefficient multiplicateur. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont intimement liés. Et donc voilà, ça c'est le résumé à connaître. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus, parce qu'on l'a isolé, donc je viens de dire dans la dia précédente, taux d'accroissement, il s'agit donc du coefficient multiplicateur moins 1. Vous isolez le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. Okay. Mais attention, ne laissez pas ça en pourcentage. Il faut convertir ça en nombre, évidemment. Donc, si c'est 50%, c'est 1 plus 0,5. Si c'est 20%, c'est 1 plus 0,2. Okay. Et c'est ça le coefficient multiplicateur. 1 plus 0,2, ça fait 1,2. Le taux d'accroissement en pourcent, bah voilà, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Attention, le tout converti en pourcent, parce que c'est un taux d'accroissement. Ainsi, pour comprendre comment passer l'une à l'autre, regardons. Augmenter 50%, c'est multiplié par 1,5, en effet. Augmenter de 50%, c'est donc 1 plus 0,5, donc c'est multiplié par 1,5. Diminuer de 50%, c'est multiplié par 0,5 ou encore divisé par 2. Augmenter de 3%, bon voilà, c'est simple, diminuer, voilà. Maintenant, petit piège. Pas pour rien que je mets attention. Si on augmente de 200%, c'est quoi? Eh bien, si on augmente de 200%, bah, ça ne change pas toujours, c'est toujours la même formule. Coefficient multiplicateur, taux d'accroissement plus 1. Et le taux d'accroissement converti en nombre, donc 200% converti en nombre, c'est quoi? C'est 2. Et donc 2 plus 1, ça donne 3, donc le coefficient multiplicateur est 3. Okay. Tout cela peut se résumer par les formules dans les deux sens qui sont ici. Vous passez le 1 de l'autre côté pour passer de l'une à l'autre de ces deux expressions. Alors, avant de passer à autre chose, je vais faire une petite pause, peut-être ici. Voilà, je vais faire une petite pause, parce que voilà, c'était beaucoup d'informations. Et donc, avant de faire cette pause, je vais parler un peu de cette diapositive, qui a vraiment toute son importance, parce que c'est ce qui s'est passé l'an dernier, c'est l'utilisation de ça, de tout ce qu'on vient de dire. Pour connaître le coefficient multiplicateur total au bout de plusieurs périodes successives, il faut multiplier entre les coefficients successifs et non pas les additionner, et encore moins additionner le taux d'accroissement en pourcentage. On n'additionne jamais les taux d'accroissement si l'effectif a été modifié. En tout cas, quand vous faites des calculs de taux d'accroissement successifs, vous ne pouvez pas additionner les taux d'accroissement. C'est interdit, c'est haram, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez passer par les coefficients multiplicateurs pour trouver donc à la fin, en convertissant les coefficients multiplicateurs, vous multipliez tous les coefficients multiplicateurs de plusieurs périodes successives entre eux, et puis vous reconvertissez le coefficient multiplicateur total, qui résulte donc du multiple successif de tout l'ensemble des coefficients multiplicateurs d'une période à l'autre, et vous reconvertissez donc ce coefficient multiplicateur total en taux, en pourcent. Et ça, je viens de vous donner il y a un instant la formule. Et donc ça, à retenir, donc le coefficient multiplicateur total, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. Un cas particulier, c'est quand le taux de croissance est le même tous les ans ou toutes les mêmes périodes. Et donc quand elle est le même. Et là, c'est ce qu'on vient de parler, c'était la croissance exponentielle. C'est ce qu'on vient de discuter. Mais bon. Soit, en soi,
ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Vous passez pour trouver le taux d'accroissement total après plusieurs applications de taux d'accroissement successifs. Il ne faut pas additionner, il faut d'abord passer par la transformation de chaque taux d'accroissement successif en coefficient multiplicateur, une par une, puis vous faites le produit de tout l'ensemble et vous trouvez donc le coefficient multiplicateur total, et à partir de ce coefficient multiplicateur total, il faudra donc le convertir moins 1 pour trouver le taux d'accroissement total. Okay. On n'additionne jamais les taux d'accroissement successivement parce que l'effectif a été modifié et donc ce n'est plus une référence. Mais je vais vous démontrer ça, hein, et on va faire un exercice aussi là-dessus. Donc vous savez maintenant que si vous avez des taux d'accroissement annuels, calculer un taux d'accroissement total, il faut revenir par les coefficients multiplicateurs et les multiplier entre eux. Et s'ils sont identiques entre eux, cela fait donc une fonction de puissance. Mais bon, ça on s'en fout, c'est un petit détail. Mais vous devez savoir qu'il faut revenir au coefficient multiplicateur et les multiplier entre eux. Et puis, reconvertir avec la formule du coefficient multiplicateur en taux pour trouver le taux total. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais encore vraiment très important. Parce que sinon vous faites des bêtises. Et ça va vous coûter cher, et alors que l'examen est déjà un point négatif, donc ça ne peut pas améliorer l'affaire. Voilà, rendez-vous à la prochaine capsule.